Bienvenue et bonjour à tous dans cette tout bête, la nouvelle émission 200% live, la radio de Wisport, la radio qui va vous proposer les meilleures émissions à la fois en live, à la fois les émissions préenregistrées ou podcast pour vous qui nous écouterez depuis chez vous. Aujourd'hui, c'est la première d'un magnifique événement, d'une première d'une émission qui va être extrêmement suivie, on l'espère, avec notre émission spéciale, la première de cette tout bête, un concours de pronostics entre les différents parieurs de la rédaction. Et avec moi aujourd'hui, j'ai la chance d'être accompagné de deux de membres éminents de la rédaction de Wisport. Avec moi pour commencer, Morgan. Comment ça va, Morgan? Salut Maxime, salut tout le monde, ça va nickel. Très bien. Et avec nous aussi, avec nous cet après-midi, ce soir, Auguste. Comment ça va? Ça va très bien, Maxime, ça va. Et bonsoir à Morgan aussi, bonsoir à tous. Content d'être là comme à chaque fois et pour chaque émission ou live. Et puis voilà, on va parler Paris, on va parler sport. C'est parfait. Bah, très bien, avec grand plaisir. On va sans plus tarder juste vous expliquer le concept de notre émission. Notre émission, elle est très très simple, hein. On va en fait parier chaque semaine sur trois paris imposés, donc des paris qu'on choisit sur les événements qui vont marquer le week-end. Comme vous l'imaginez, on va pas parier sur des petits matchs, on va parier sur les gros matchs. On va forcément essayer de vous donner les affiches où il y a le plus à gagner. On va pas vous mentir. On va essayer aussi de trouver les affiches sur lesquelles on a le plus de choses qui peuvent vous intéresser en termes d'astuces sur nos paris sportifs avec nos astuces chez notre booker. Et puis on essaiera aussi de vous donner nos petits derniers conseils sur des événements qui viennent de se passer, sur lesquels on n'a pas pu préparer parce que c'est très très récent. Et par exemple, le très bon exemple en est Roland Garros avec le magnifique overlay qu'on vous présente aujourd'hui. Et on espère le visage de Rafael Nadal qui sera votre visage lorsque vous aurez remporté beaucoup d'argent grâce à nos conseils. Sans plus tarder, on va commencer tout de suite avec le premier pari de la semaine, le premier pari qui va concerner le retour des sélections nationales de football qui sont de nouveau sur le pont en préparation de différentes compétitions, l'Euro pour les sélections européennes, mais aussi la Copa América. L'occasion de se pencher sur une des plus belles affiches de ce week-end du côté de l'Amérique du Sud, les qualifications de la Coupe du Monde avec un magnifique Brésil-Équateur. Et comme vous pouvez le voir sur notre petit overlay, un Neymar sur lequel forcément les yeux parisiens, français et européens seront tournés pour voir les performances du génie brésilien dans sa sélection. Je vais commencer par toi, Morgan. Est-ce que tu as déjà un petit avis à nous donner sur ce match? Pourquoi pas le remettre dans le contexte de cette sélection brésilienne? Qu'est-ce que tu penses de cette rencontre? Alors c'est un match que j'ai eu beaucoup de mal à analyser parce que le Brésil, on connaît tous l'équipe du Brésil, c'est l'une des meilleures équipes du monde. Mais derrière l'Équateur, c'est pas mauvais non plus. Ça a fait des bons résultats, ça a mis 6 buts contre la Colombie. Donc c'est pas un match très facile à analyser. Ça peut être ouvert comme ça peut être fermé. Après je vois quand même le Brésil tout de même favori. La cote est pas super intéressante en simple, donc c'est pour ça que moi j'ai pris le risque de la gonfler la cote avec le but de Neymar. Donc évidemment si le Brésil sort un gros match, ce sera grâce à Neymar. Il a marqué un triplé pour son dernier match avec le Brésil contre le Pérou. Donc je vois bien la victoire du Brésil avec le but de Neymar à 1,88. Très belle cote proposée par Morgan. On reviendra juste un petit peu après sur les différentes cotes qui seront proposées par nos différents parieurs, hein. On est 7 à parier, d'où le nom de l'émission d'ailleurs, j'aurais pu le dire en préambule. On aura effectivement des personnes qui seront d'accord avec toi, Morgan, sur Neymar. On reviendra sur son cas personnel un tout petit peu après. Quant à toi, Auguste, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce match-là, et qu'est-ce que tu vois chez un joueur qui a joué dans un des clubs auquel tu tiens beaucoup? Eh bien, moi, je commençais déjà avec mon pari et je vais l'expliquer. Alors, j'ai mis Brésil gagne par au moins 2 buts d'écart. J'aurais pu mettre 3, mais j'ai préféré assurer avec 2, donc la cote est à 1,66, ce qui est pas énorme, mais ça reste convenable, on va dire. Parce que pour moi, le Brésil est tout simplement très supérieur à l'Équateur. Enfin, tous leurs grands joueurs jouent dans les meilleurs clubs européens, contrairement aux Équatoriens.
En plus, Brésil, c'est pays de foot, enfin, ça a l'expérience dans les grands moments. Là, c'est quand même, même si c'est pas un match éliminatoire ou rédhibitoire, c'est quand même un match important pour la Coupe du Monde. Pour la qualification à la Coupe du Monde, une compétition mais qui tient à cœur pour au Brésil. Enfin, ça serait impensable de voir une Coupe du Monde sur le Brésil. Donc moi je vois une large victoire des Brésiliens, au moins par deux buts, ça peut monter, hein. On peut très bien voir un 3 buts d'écart sans trop de soucis. Évidemment Neymar sera en tête d'affiche parce que c'est quand même lui qui doit porter son équipe et de la faire briller. Après, il n'a pas fait une excellente saison avec le PSG par rapport à ce qu'il avait pu nous montrer dans la saison précédente. Mais avec le Brésil, il a toujours bien marché, donc j'ai entièrement confiance en lui pour qu'il fasse gagner le Brésil assez largement. Très bien, merci Auguste. Effectivement, vous avez toute la rédaction, hein, sans exception, à parier sur une victoire, ou tout du moins sur des buteurs du Brésil. Donc on voit effectivement les Brésiliens très favoris. Et effectivement, il y a pas trop de mal à voir ça. Et maintenant, effectivement, c'est quand même un peu plus simple de jouer, hein, selon moi, un buteur que de jouer uniquement le Brésil. Et finalement, mon pari, si on peut y passer quelques secondes, est un peu différent du vôtre. Moi, je suis allé un petit peu contre ce sens-là. Je me suis dit que l'Équateur devait pas forcément s'imposer, mais au moins essayer de jouer quelque chose face au Brésil. Pour la simple et bonne raison qu'ils ont que quelques points d'avance sur une potentielle qualification, hein. Ils sont que quatrième d'un groupe où les 6 premiers se qualifient. Moi, je vois l'Équateur marquer. Et comme vous le dites tous les deux bien, le Brésil est forcément en mesure de marquer par l'armada offensive et par tous les buteurs que vous avez pu jouer. Et moi, du coup, je vois les deux équipes qui marquent. Cote de 2, je trouve ça très intéressant et ça peut être aussi compatible avec une victoire du Brésil par 2 buts d'écart. Je me permets aussi de faire le tour sur les individualités du côté brésilien, parce que c'est sur ça que notre débat va se pencher un petit peu après, sur comment on pourrait faire grimper cette cote du Brésil si on devait jouer sur un buteur. Pour notre spécialiste du foot sud-américain qu'on aurait bien aimé avoir avec nous aujourd'hui, il voit un petit but du Lyonnais Paqueta ou de Gabriel Jesus. Code de 1,68, c'est quand même assez intéressant pour un double chance comme ça. Flavien voit voir Neymar buteur, comme toi Morgan, mais pas forcément avec le Brésil gagnant. Et puis Thibaut te suit sur ton pari, Auguste, donc on sera vous êtes à peu près sur la même longueur d'onde. Alors que Romain Giton va dans le même sens que Romain Henry, et deux Romains qui s'accordent, et lui il voit Gabriel Jesus. Jesus, est-ce que selon toi Morgan, Gabriel Jesus pourrait être une façon de faire grimper la cote assez intéressante avec une cote au-delà de 2? Ouais, je pense qu'aussi que c'est intéressant. Gabriel Jesus, il a fait une très bonne saison. Ça reste un buteur. Il y a souvent pas mal de buts dans les matchs du Brésil, donc ça paraît assez logique de le mettre buteur, surtout pour une cote supérieure à 2. Ça permet de plus que doubler la mise, donc je pense que c'est intéressant. Ouais. Très bien. Et toi, Gus, est-ce que tu aurais peut-être un autre buteur à nous donner, ou sinon pourquoi tu penses que Neymar est forcément le seul, ou alors le joueur le plus censé mettre le plus de buts du côté des Brésiliens? Tout simplement parce que, alors, je suis pas sûr que ça soit le capitaine, mais en tout cas, avec le Brésil, il a des stats juste impressionnantes. Euh, que je regarde, voilà, avec le Brésil, en 103 matchs, il est déjà à 64 buts. Enfin, donc on est à plus de un but tous les 2 matchs. Enfin, c'est, il devait être, j'ai pas le classement en tête, mais il doit être dans les 3 ou dans les 5 meilleurs buteurs de la nation, je pense. Et puis c'est la plus grande star, tout simplement. Enfin, Neymar, mais qu'on le veuille ou non, mais qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, ça reste une star internationale qui, qui, qui subit une pression médiatique vraiment élevée et du coup qui doit répondre présent sur le terrain et qui doit marquer à chaque match, surtout avec le Brésil chez lui et surtout contre un adversaire très, très abordable comme l'Équateur. Enfin, je veux dire, c'est pas
c'est pas une grande nation d'Amérique du Sud comme peut l'être l'Argentine ou l'Uruguay. Donc là, Neymar doit absolument porter son équipe, même s'il sera très bien entouré par Jesus. Il y aura qui d'autre? Il devrait y avoir aussi, Euh, pourquoi pas, Lucas Paqueta, Bruno Guimaraes, on verra un petit peu sur l'animation. En tout oui, cas, voilà. pour souligner ton point, effectivement, là où tu as raison, c'est qu'effectivement, Neymar est peut-être la personne la plus susceptible et la plus censée supporter cette pression populaire qu'on connaît au Brésil. Sur un match à domicile, alors on n'a pas forcément les détails, est-ce qu'il y aura du public ou pas, ou non, un peu beaucoup. Le fait est qu'effectivement, il y a toujours une pression populaire, ça fait longtemps que le Brésil n'a pas joué de matchs très importants. Les derniers, c'était en novembre, rendez-vous compte, ça fait 6 mois que le public brésilien est privé de compétition et est privé de voir sa sélection. Donc ça montre à quel point les supporters attendent beaucoup de leur génie. On va passer, puisque le temps tourne déjà, on va passer à l'une des affiches qui nous a fait rêver cette nuit. En tout cas, je sais, toi, Auguste, que c'est une des affiches qui t'a fait rêver cette nuit avec la victoire des Mavs sur les Bien Clippers sûr, dans bien sûr, bien sûr. sur ce Game 5 de la conférence Ouest, avec un Luka Doncic impressionnant, même si pour ma part, je dois avouer que j'ai regardé le dernier quart-temps en me levant très tôt ce matin et bah, ça a été à ma grande surprise de me rendre compte qu'en fait il était déjà à 42 points, étant donné qu'il n'en a pas claqué un seul dans les 12 dernières minutes. Ou peut-être quelques lancers d'ailleurs. Voilà, donc nous on va parler sur ce Game 6. Game 6 qui est forcément plein d'enjeux avec les Mavs qui peuvent conclure tout simplement à domicile, mais qui n'ont pour l'instant jamais remporté de match à domicile dans cette série. Et puis à l'inverse, les Clippers qui ont beaucoup à jouer et qui ont aussi tout à perdre sur ce match-là. Auguste, je sais que c'est un match qui te tient à cœur. Est-ce que tu peux nous donner ton pari avec le moins de cœur possible, s'il te plaît? Mais ça va être très dur parce que pour moi, Dallas va terminer le boulot à la maison. Donc j'ai mis victoire des Mavs à 2,25. Euh, sans, sans rien d'autre, j'ai mis victoire Dallas point. Euh, Parce que, alors même si cette série est très bizarre, parce que on a l'impression mais que quand une équipe est chez elle, elle perd que ce soit ses moyens ou ses matchs, parce que bah, Dallas a gagné les deux premiers matchs au Staples Center avant de perdre les deux à domicile, mais ils ont gagné cette nuit contre, enfin, de nouveau au Staples Center où ils ont été très chauds, notamment sur la dernière action où Nico Batum loupe un lay-up pourtant très simple et après Kawhi fait airball à 3 points. Alors, le shoot n'était pas non plus ouvert, mais connaissant Kawhi et sa clutchitude, on aurait pu se dire mais qu'il aurait au moins touché la planche ou l'arceau. Ça n'a pas été le cas. Heureusement pour Dallas et heureusement pour moi, parce que j'étais vraiment en stress mais dans ce match-là en voyant l'écart se réduire petit à petit. Mais franchement, je pense vraiment que à la maison, avec le public, tous les joueurs de Dallas seront motivés à 200%. Luka Doncic va encore vouloir prouver mais que c'est le meilleur joueur de la série et un des meilleurs joueurs de ce début de playoff. J'ai calculé, il a 35 points de moyenne sur la série, c'est juste hallucinant. Euh, Heureusement, sa blessure au cervical est désormais guérite, donc c'est cool pour lui. Et donc oui, je pense mais que même si les Clippers seront motivés pour ne pas être éliminés, mais je pense mais que les Mavs avec leur public, avec un AT&T Center quasiment plein, ils doivent finir à la maison. Donc je dis victoire des Mavs à 2,25. Très bien argumenté, mon cher Auguste. Je pense qu'on s'accordera et la rédaction s'accorde en tout cas avant de voir le pari de Morgan sur le fait que c'est très compliqué de pronostiquer une victoire sèche dans ce match. Et effectivement, hein, si on peut s'arrêter quelques secondes sur les cotes, c'est assez rare qu'un match de NBA de playoff soit aussi serré. Hormis quand tu sais un match 7, hein, tout simplement. On a 1,74 du côté des Clippers, 2,15 pour Dallas, donc les Clippers sont quand même légèrement favoris à l'extérieur. Hein, c'est quand même dire à quel point la série est bizarre avec des Clippers qui ont déjà perdu 3 matchs alors qu'ils étaient, selon moi et selon beaucoup de pronostiqueurs,
un peu favori, non pas par rapport au talent, parce qu'il y a beaucoup de talent du côté des Mavs, mais aussi par rapport à la densité de leur effectif, pour citer uniquement que Paul George, Kawhi et Nico Batum. De ton côté, Morgan, quel est ton avis sur cette série-là et puis sur ce match en général? Est-ce que sur ce match-là, pardon, en particulier, sur ce Game 6, qu'est-ce que tu attends de cette nuit de vendredi à samedi? Bah, comme vous l'avez dit tous les deux, c'est une série qui est super intéressante, hyper serrée. Chaque match, c'est un régal. Et justement, moi, j'ai l'impression que tout est réuni pour que cette série aille en match 7. Bah, les deux équipes n'ont pas réussi encore à gagner à l'extérieur. Chaque match, c'est une vraie bataille. Je pense que ouais, tout est réuni pour que ça aille jusqu'au match 7. C'est pour ça que moi, j'ai mis les Clippers. Ils sont dos au mur, c'est win or go home. Ils étaient dos au mur déjà quand série, ils ont réussi à revenir en gagnant les deux à Dallas. Là, ils sont encore une fois dos au mur. Je les vois encore gagner. Kawhi est un petit peu passé à côté de son match. Je pense qu'un grand joueur comme lui ne peut pas passer à côté deux fois, donc il sortira sûrement une masterclass. Après, ça va être très très serré et je pense qu'on y reviendra lors de mon pari mon coup de folie de cette semaine. Je pense que ça va être très serré, mais je vois quand même les Clippers aller arracher un match 7. Après, au match 7, qui gagnera, je peux pas vous le dire maintenant, mais je vois quand même les Clippers gagner pour ce match 6. Très bien, merci Morgan. Et sans faire du teasing, ton pari de ton coup de folie est assez excitant et ça donne vraiment envie de voir ce Game 6 parce que on en reviendra un petit peu tout à l'heure, mais c'est vraiment une issue du match qui serait totalement plausible avec une très belle cote. Merci beaucoup tous les deux pour cette analyse qui est très complète. Je vais peut-être donner mon analyse à moi. Je pense que vous l'avez peut-être compris lors de ma première intervention après Auguste. J'ai énormément de mal à donner un vainqueur dans ce match. Moi hier soir, je voyais les Clippers s'imposer sans trop de problèmes. Avant pourquoi pas voir un réveil de Luka à domicile. J'ai été largement surpris quand je me suis réveillé. C'était un peu bizarre, mais finalement voilà, c'était quand même une victoire logique des Mavs. Et moi, je vais surtout réfléchir comme l'a dit Morgan, en fait, à la dynamique un peu de cette série-là. On voit que c'est une série où c'est très compliqué, et on voit aussi où c'est une série où les moyennes de points baissent progressivement, et on sait que c'est souvent le cas. Plus les matchs avancent, et moins on a de points lorsqu'on a une série qui est très serrée comme ça. Et j'ai vu une cote qui est assez intéressante, qui est le moins de 215 points, hein, pour vous donner un ordre d'idée. 215 points, ça laisse de la marge. Sur les premiers matchs, par exemple, on a eu 205 points hier soir. On en avait eu que 187 lors du Game 3. Effectivement, il avait eu un peu plus sur les matchs précédents, mais en fait voilà, c'est bien pour vous montrer que la dynamique est à une tendance de réduction des points, notamment parce qu'on laisse beaucoup moins de shoots ouverts, hein, que ce soit en fin de match, qui est très logique, mais également en début. Et moi, je vois moins de 215 points et demi, donc à partir de 215 points, on est gagnant, quoi, moins de ça. Et une cote de 1,80 comme cote, donc je trouve que c'est pas mal, ça va limiter les risques. Et puis si vous voulez combiner cette cote-là avec une victoire de l'une ou de l'autre équipe, si vous en êtes persuadé, c'est tout à votre honneur et ce sera un petit risque ajouté en plus pour une cote qui sera forcément au-dessus des 3. On va passer sans plus tarder au troisième volet de nos paris imposés de la semaine avec la Formule 1 qui fait son retour. 2 semaines après le Grand Prix de Monaco, un Grand Prix qui a été largement spécial dans les rues de la principauté. Les voitures les plus rapides de la planète se retrouvent du côté de l'Azerbaïdjan, et d'un circuit de Bakou, un circuit urbain une nouvelle fois. On enchaîne 2 circuits urbains. Un circuit de Bakou qui est très très intéressant, toujours avec de très belles courbes. C'est un des plus beaux circuits modernes de la Formule 1 avec beaucoup de suspense, beaucoup de points à rattraper, notamment pour Lewis Hamilton. Qu'est-ce que tu penses de ce Grand Prix Morgan et quel est le pari que tu as choisi? Ouais, comme tu l'as dit, c'est un très beau Grand Prix. C'est un parcours urbain qui ressemble un petit peu à celui de Monaco, remporté donc par Max Verstappen. Il y a un petit peu plus de vitesse qu'à Monaco, mais ça reste quand même assez technique. Je pense que Max Verstappen, il est dans la forme de sa vie. Il vient de remporter Monaco haut la main. Il a pris pour la première fois la première place au classement des pilotes. La voiture Red Bull semble mieux armée cette année que celle des Mercedes. Donc c'est clair que la victoire, normalement, va se jouer encore une fois entre Lewis Hamilton et Max Verstappen. Mais pour ce Grand Prix-là, moi je vois plus une victoire de Max Verstappen à 2,25. Je la prends sans regret parce qu'il est en pleine forme, comme je l'ai dit, et je pense que c'est un parcours qui lui correspond mieux que Lewis Hamilton.
Effectivement, sans faire de mauvais jeu de mots, hein, comme je peux le mettre sur l'overlay, la Formule 1 à bas coût, hein, il n'y a absolument aucun jeu de mots. Hein. Mais on va revenir à quelque chose de plus sérieux à ces cotes-là. Comme tu le dis, la victoire va se jouer entre les deux et ça se voit très très bien dans les cotes hein, que proposent les différents books. On trouve Max Verstappen très 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 légèrement favori à 2,20, enfin on se rend compte, et 2,30 pour Lewis Hamilton. Ça va se jouer à mon avis, comme tu dis, à très peu de choses. Ça pourrait jouer d'ailleurs en qualification, j'y reviendrai pour mon pari. Quant à toi, Auguste, qu'est-ce que tu vois dans ce Grand Prix-là? Est-ce que tu es d'accord avec Morgan? Est-ce que pour toi, Lewis Hamilton se doit de réagir? Parce que c'est vrai, il est distancé, il commence déjà à prendre du retard au championnat du monde. Est-ce que pour toi, ce Grand Prix sera l'heure du réveil pour le champion britannique? Oui, tout simplement. Alors, à l'heure où j'avais vu la cote, elle est également à 2,25, donc elle a peut-être évolué depuis. Mais oui, moi je vois Lewis à Hamilton remporter ce Grand Prix. Il a déjà laissé filer une victoire au dernier GP, donc à mon avis il va pas. Et en plus, comme tu l'as dit, il a pris du retard au classement. Donc pour moi, il se rattrape. C'est un immense champion. Et un champion, ça sait se battre et ça fait gagner dans les moments qu'il faut. Et ça fait gagner tout court en fait. Donc je vais vous mettre Lewis à Hamilton cette fois vainqueur, même si Verstappen est dans une grande forme et reste sur une grande victoire à Monaco. Je laisse un, un des favoris, enfin et son plus grand concurrent vainqueur. Effectivement, c'est très sympa. Comme ça, on a un affrontement de style. Les parieurs qui nous écoutent, vous avez les deux raisons qui peuvent vous donner envie de parier sur l'un ou l'autre de ces pilotes de talent. Je me risquerai pas à donner de résultats finaux, hein, de résultats final pour ma part. Je me suis arrêté uniquement sur la pole de Max Verstappen parce qu'on voit que la Red Bull est quand même dans de très très bonnes dispositions, je trouve, sur les derniers Grands Prix, capable de choper la pole à plusieurs reprises. Ça a été un peu différent du côté de Monaco avec la fameuse mésaventure de Charles Leclerc. Je pense que Verstappen est capable de garder la pole et pourquoi pas à ce moment-là essayer de voir si un des bookers vous permet de cumuler la pole de Verstappen et la victoire de Verstappen ou alors avec un peu plus de suspense la victoire de Hamilton derrière. Effectivement, je vous rejoins. Je pense que la victoire va se jouer entre les deux. J'avais juste une question à vous poser au regard des cotes. Si vous aviez un troisième homme à me donner dans cette bataille-là, alors évidemment le troisième homme pourrait être Valtteri Bottas, pourrait être Sergio Perez, je veux bien l'entendre, mais est-ce que Charles Leclerc, ce serait pas un bon pari de folie, hein? Je sais pas s'il y a un de nos rédacteurs, on y reviendra un petit peu l'a mis après, mais une cote de 42 pour Charles Leclerc, tu trouves pas ça un petit peu énorme, Morgan? Si, je suis du même avec toi, je pense que Charles Leclerc, c'est un bon choix. Après, de là à le voir gagnant, je suis pas sûr quand même. Je reste sur mon avis que ça se jouera entre Lewis et Verstappen. Mais donc là, j'ai pas les cotes devant moi, mais un podium de Charles Leclerc, je pense que ça peut être très très intéressant. Je pense qu'il va vouloir revenir en forme après sa mésaventure à domicile chez lui à Monaco. Comme j'ai dit, c'est un parcours qui ressemble à celui de Monaco, donc il a toutes ses chances. Donc oui, je pense que Charles Leclerc, ça peut être une bonne cote à jouer. Effectivement, on sera à peu près hein, sur une cote autour de 2,53 pour un podium de Charles Leclerc. La cote de victoire est forcément très haute quand on voit les cotes très basses de Max Verstappen et de Lewis. En fait, finalement, oui, ça pourrait être une bonne idée. Toi, Gus, est-ce que tu mettrais une petite pièce sur Charles Leclerc ou pour toi, c'est forcément uniquement une bataille qui va se jouer entre les deux lurons de devant et il serait quasiment impossible de voir un Charles Leclerc par le plus grand des miracles s'imposer? Alors, je vais être franc, pour mon coup de folie, mais dont on parlera plus tard, j'ai longtemps hésité entre celui que j'ai mis et Charles Leclerc vainqueur, parce que la cote à 42, elle me faisait grave envie, mais au final, elle passe aussi on va dire, de cohérence et le fait que je pouvais pas avoir deux, enfin, je pouvais pas mettre et proposer aux gens deux vainqueurs pour le même Grand Prix. J'ai mis autre chose, beaucoup plus raisonnable, on va dire. Mais oui, j'ai longtemps hésité à mettre Charles Leclerc vainqueur. Donc, si vous y croyez vraiment,
et ben, je vous incite à mettre une pièce, même 2 euros suffisent, hein, parce que s'il passe, ça fait quand même 84 euros, ce qui n'est pas rien. Donc, De quoi oui, se oui, payer. s'il fallait mettre une pièce, je pourrais en être capable. Et de quoi se payer un très bon restaurant, hein, 80 euros, on a de quoi se payer un très bon restaurant après la réouverture. On va enchaîner puisque je vous sens volontaire là de parier sur vos paris perso. On va commencer sans plus tarder avec les différents paris que vous proposez. Je vais peut-être commencer par le premier que vous pouvez voir sur l'overlay, hein, qui est mis en avant. Un pari sur lequel Auguste va un peu disserter, hein, si on peut dire comme ça, et sur lequel Romain Giton a décidé également de parier. Le match de la Belgique face à la Croatie. Qu'est-ce que tu penses de ce match, Auguste, et pourquoi tu penses que c'est sur ce match que les parieurs doivent mettre le PEL ce week-end? Alors, juste pour préciser un point, je vais en parler, mais moi, ce sera un peu plus tard, c'est pour mon coup de folie, que j'ai mis Belgique et Croatie. Pour mon pari perso, j'ai mis Espagne contre Portugal. Donc, je parle quand même de la Belgique contre la Croatie. Ouais, tu peux, vas-y, on peut y aller comme ça, on parlera aussi du pari de Romain, c'est pas très grave. Ok. Donc moi, Belgique contre Croatie, je l'ai mis en coup de folie et j'ai mis la Belgique s'impose par 3 buts ou plus. Très bien. Cote à 5,70. Tout simplement parce que la Belgique ne prend aucun match à la légère, que ce soit match en compétition officielle, en qualification pour l'Euro, pour la Coupe du Monde ou un match amical. Les Belges jouent bien, proposent un beau jeu et souvent marquent énormément parce qu'avec l'armada offensive qu'ils ont, enfin avec Lukaku, De Bruyne, Hazard, même si De Bruyne ne devrait pas revenir bientôt à cause de sa blessure qu'il a pris en finale de la Ligue des Champions et que Hazard n'est pas dans la forme de sa vie aussi, ça reste une équipe très très complète avec quand même une force offensive assez impressionnante. Face à une équipe de la Croatie qui est très vieillissante, je veux dire Modric, Rakitic, Mandzukic, mais c'est des bons joueurs, mais ça commence à être vieux. Et contre la jeunesse et la folie de la Belgique, j'ai peur que ça craque et que ça prenne l'eau très vite. Donc, c'est pour ça que j'étais assez sévère avec les vice-champions du monde. Mais je maintiens Belgique vainqueur par 3 buts ou plus. Cote à 5,70 à prendre ou à laisser. Merci beaucoup, Auguste. Et on va enchaîner avec Morgan qui a choisi ce même match pour son pari perso, un match qui vous intéresse beaucoup, hein. C'est vrai que c'est un des beaux matchs du week-end. Morgan, qu'est-ce que tu penses? Est-ce que tu partages l'avis d'Auguste? Ouais, je partage complètement l'avis d'Auguste. Pour moi, la Belgique a un groupe beaucoup plus complet, beaucoup plus fort que la Croatie. Bon, même si c'est un match amical, j'aime pas vraiment parier sur les matchs amicaux, mais à cette cote de 1,90, pour moi, la Belgique va donc gagner contre la Croatie. La Belgique mettra normalement l'équipe type comme la France a mis l'équipe type hier soir. La Croatie également, mais je pense quand même que le 11 belge est meilleur. La Belgique fait partie pour moi des favoris à l'Euro 2020, tandis que la Croatie elle est un petit peu moins impressionnante depuis 1 ou 2 ans, je dirais. Donc pour moi, ouais, la Belgique va l'emporter contre la Croatie à 1,90. Ça permet presque de doubler la mise. Donc je prends sans hésiter. Très bien. De quoi s'amuser devant cette affiche dimanche soir, 20h45, à suivre d'ailleurs sur TMC, pour les amateurs de foot en clair. À noter aussi que Romain Giton a choisi ce match-là, et voilà, la Belgique s'imposait avec au moins 2 buts d'écart. Il a pris un petit but de marge par rapport à toi, Auguste, et à ton coup de folie, mais la cote est très belle, hein. 2,85 déjà pour la Belgique avec moins 2 buts d'écart, et c'est un pari qui est entre un pari de folie et un pari plutôt raisonnable. L'occasion pour moi de revenir sur le pari de Thibaut, qui nous a parlé un peu sur du rugby. On était un peu privé de rugby cette semaine. C'est vrai que j'ai fait le choix
de parier sur d'autres sports, étant donné que les phases finales vont approcher, on aura beaucoup de ballons ovales sur lesquels parier dans les prochaines semaines. Thibaut nous voit une victoire du Stade Français à Bayonne, hein, dans un contexte très important et décisif pour les phases finales, avec le Stade Français qui doit s'imposer du côté de Bayonne et de l'Aviron Bayonnais pour valider ou au moins essayer de se rapprocher de ces places de play-off. Et l'occasion aussi pour moi de revenir sur les différents paris, hein, certains paris NBA, paris sud-américain pour notre collègue Romain Henry qui n'a pas terminé avec deux Arrasaeta ou De La Cruz buteur dans le match du Paraguay, il me semble, ce week-end. Code 2,40 qui est proposé par les books. Et puis on a ensuite un petit pari NBA de Flavien qui voit les Sixers s'imposer dans le premier match face aux Hawks. Et ça sera forcément un match décisif à suivre dans le Game 1 de cette série, de cette demi-finale de conférence. Pour ma part, j'ai choisi une affiche pour le moins exotique avec le Qatar, qui pour moi est toujours en préparation de sa Coupe du Monde et qui défiera l'Inde dans ce week-end en Inde, mais je vois le Qatar s'imposer et même assez largement par au moins 3 buts d'écart. La cote est à 1,56 pour vous donner une petite idée. Le Qatar, c'est quand même très solide dans un continent où la concurrence n'est pas féroce, mais l'Inde ne représentera pas une concurrence très féroce. Pour ce qui est des coups de folie, on va y passer tout de suite. Avec Auguste qui nous a dévoilé son petit coup de folie, on reviendra un petit peu après sur tes paris. Est-ce que déjà, Auguste, tu peux nous parler du match de l'Espagne sur lequel tu as parié pour ton pari perso? Oui, alors l'Espagne joue le Portugal en amical ce week-end, bien sûr. Et donc, même si c'est un pari perso, j'ai mis une cote assez haute qui est à 3,35, qui est tout simplement le match nul entre l'Espagne et le Portugal. Tout simplement parce que c'est deux équipes qui gèrent bien ces grands moments. Luis Enrique, dans sa sélection, a vraiment tourné une page de la Roya qui ne contient ni Sergio Ramos ni Gérard Piqué, qui ne contient aucun joueur du Real Madrid, tout simplement. Ça a bien fait jaser, mais bon, le fait est que l'équipe d'Espagne est jeune, est nouvelle, donc elle aura besoin de repères en match, et donc elle sera pas très, très performante tout de suite, bien qu'elle peut l'être, hein, parce que au niveau des individualités, chaque joueur est excellent et joue dans un grand club européen. Mais le foot, c'est pas que des individualités, c'est avant tout un collectif. Et il va falloir quelques matchs pour que le collectif se mette en place. Et côté portugais, bien que l'équipe reste sensiblement la même avec Ronaldo en tête d'affiche, le Portugal, on l'a bien vu à l'Euro en 2016 et même à la Coupe du Monde et dans ses matchs de préparation, c'est une équipe qui gère, qui se contente souvent de gagner de peu, et contre les grosses équipes, ça fait rarement un score géant. Donc, ces deux informations mis bout à bout, je me suis dit mais qu'un match nul n'était pas si improbable que ça, et que la cote à 3,35 faisait plaisir. Effectivement, et puis à mi-parieur, il va falloir se décider rapidement, hein, puisque le match débute dans 10 minutes entre l'Espagne et le Portugal. Le temps de passer à nos coups de folie. Alors même si Auguste, je t'ai privé de ton petit moment grosse cote, tu auras le temps de nous parler un petit peu et on parlera à mon avis un peu plus en longueur. Je sais que t'as bien suivi le match de Philippe Kohlschreiber, l'allemand, cet après-midi. On y reviendra parce que c'est le pari de folie d'un membre de notre rédaction. Morgan, est-ce que tu peux nous présenter ton pari de folie que tu nous as teasé de la meilleure des manières tout à l'heure? Ouais, donc c'est mon pari de folie, c'est sur un match qu'on a déjà parlé. C'est sur le match 6 entre Dallas et les Clippers. Donc comme on l'a tous dit tout à l'heure, ça va être un match assez serré. C'est une série d'ailleurs qui est serrée et qui a un vrai régal pour tout le monde. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je vois un match 7, donc je vois les Clippers gagner, mais il manque une prolongation pour que cette série soit vraiment incroyable. C'est pour ça que je prends le match nul avec une cote de 14,5.
je vois mal une équipe prendre plus de 10 ou 15 points d'écart dans ce match. Chaque possession, chaque offensive sera cruciale. Et donc je pense que ça va être très très serré les écarts durant tout le match. Après, on sait très bien qu'au basket, les matchs nuls sont très rares. On l'a vu tout de même l'autre jour que c'est passé 2 fois même avec Portland et un très grand Damian Lillard. Là, je vois également un duel au sommet entre Luka Doncic et Kawhi Leonard. Ce serait parfait qu'il y ait une prolongation pour le public et pour tous les fans d'NBA. Donc ouais, je prends le match nul pour ce match 6 avec une cote de 14,5. Ouais, et là, il le dit de manière magnifique. 14,5 cette cote. Très intéressante. On sait dans un match qui sera forcément serré. Hein. À moins d'une démonstration d'une ou de l'autre ou d'une équipe ou de l'autre, et ça m'étonnerait que la démonstration vienne de Dallas, comme les Clippers vont s'accrocher. Ça m'étonnerait aussi que les Mavs lâchent à domicile ce match-là. Donc forcément, ça va être un match très serré. Et là où t'as totalement raison, Morgan, c'est que ça se joue. Et on sait que dans un basket où il y a énormément de lancers francs en fin de match, ça va forcément permettre des phases d'égalité avec des shoots à 2, 3 points. On sait qu'on a beaucoup d'adresses sur ce jeu-là. Et ce match nul, il est très intéressant. C'est l'occasion de passer un bon moment devant ce match dans la nuit de vendredi, de ce soir à demain. Et un match qui devrait forcément laisser présager de grandes choses. L'occasion aussi de revenir sur le My Match qui est proposé par Thibaut sur un autre match en NBA avec les Lakers avec plus de 200 points,5, LeBron, Devin Booker à plus de 30 et 25 points respectivement. Un très beau pari également qui est fait par Thibaut. On va pouvoir revenir sur Roland Garros, mon cher Auguste. Je sais que tu as hâte d'en parler. Un joueur qui a marqué la journée d'hier avec Porte d'Auteuil avec une très très belle performance. Philippe Kohlschreiber qui sera de nouveau sur les cours ce samedi avec une affiche qui laisse présager une nouvelle fois beaucoup de l'Allemand qui a beaucoup surpris et qui pourrait encore surprendre et qui va jouer un terrien, un vrai terrien, même s'il aime bien aussi le dur. Diego Schwartzmann, qu'est-ce que tu penses, Auguste, de cette affiche et est-ce que tu suis Flavien sur la victoire de l'Allemand à une cote de 5-10 ? Alors, c'est bon. Alors déjà c'est incroyable parce qu'on est en 2021 et Kohlschreiber est encore là et surtout remporte des matchs. C'est invraisemblable. Encore son premier tour, il a joué contre Verdasco, un autre vétéran pour être poli du circuit, mais cet après-midi contre Karatsev qui a 27 ans et qui est vraiment la valeur montante de cette année, enfin qui a émergé et explosé en quelques mois, enfin en Australie surtout. Ça m'a vraiment surpris. Enfin, il a vraiment mis une raclée. Enfin, je m'y attendais. Je m'y attendais pas du tout. Et samedi, il joue contre Schwartzmann, un spécialiste de la terre. Donc pour moi, ça sera beaucoup plus dur. Même si Schwartzmann n'est pas dans la meilleure période de sa vie, pour l'instant, il gagne. Il a payé une grosse adversité, mais il assure l'essentiel. C'est-à-dire, il gagne. Contre Kohlschreiber, je mettrais quand même Schwartzmann. Même si une surprise est encore possible pour l'Allemand, ce qui serait incroyable, mais de le voir en 8e à Roland. Mais je vais quand même mettre Schwartzmann pour la logique. Schwartzmann est un des meilleurs du circuit sur sa battue. C'est un top 10. Il s'est bien mis en confiance avec les 2 premiers matchs qu'il a gagnés facile. Il est beaucoup plus jeune. Franchement, je ne peux pas imaginer que Kohlschreiber aille en 2e semaine en Grand Chelem et tout en battant un top 10 de la stature de Diego Schwartzmann sur terre battue. On aurait été sur notre surface, j'aurais peut-être douté, mais sur terre battue, non. Pour moi, Schwartzmann reste au-dessus. Va faire valoir son rang. Il a quand même fait une belle demi-finale l'année dernière. Il doit aller le plus long possible pour sauver le plus de points et rester dans les meilleures places mondiales. Donc non, je voudrais quand même Schwartzmann gagner, même si je n'exclus pas une surprise. Mais pour moi, c'est du 80-20 pour Schwartzmann.
Merci beaucoup Auguste, ouais effectivement, hein, Philippe Kohlschreiber il a glissé très très loin, finalement il est hors du top 100 mondial, il a besoin de points comme tu le dis. Pour conclure cette émission, et à part si toi Morgan t'as un petit mot à nous dire sur Philippe Kohlschreiber, est-ce que tu vois la possibilité de l'exploit pour l'Allemand ou est-ce que pour toi ça paraît quand même très peu probable? Non, moi personnellement, je suis du même avis qu'Auguste. Je pense que la marche est trop haute contre Schwartzmann. C'est déjà très bien qu'il ait réussi à gagner tout à l'heure alors qu'il était vraiment pas favori, mais là je pense qu'il y aura pas de deuxième surprise et je vois Schwartzmann passer facilement, je ne sais pas, mais je vois Schwartzmann se passer. Très bien, merci beaucoup. Comme ça, on aura douché les espoirs de Flavien, qui en tout cas aura quand même à cœur, pourquoi pas, de voir son poulain faire de belles performances. L'occasion pour moi de terminer avec les différents paris de folie de la rédac dont on n'a pas pu parler, hein, avec notamment sur le Grand Prix d'Azerbaïdjan en Formule 1, Bottas en pole pour Romain Henry avec une cote de 6. L'intégralité des paris que vous pouvez retrouver, hein, sur l'article qui va suivre avec ce podcast. Et puis, pour ma part, et pour Romain Giton, deux grands amateurs de golf, grands suiveurs que nous sommes, nous avons parié sur le Porsche Open du Tour européen qui se déroulera, alors à des dates un peu spéciales, il se déroulera du samedi au lundi à cause des restrictions sanitaires de déplacement. Du côté de Romain Giton, il parie sur un habitué du circuit PGA, normalement, mais qui est venu faire la course pour Dubaï, Abraham Ancer, le Mexicain, avec une cote de 8,50 dans un tournoi qui a un plateau un peu moins relevé que celui qu'il a l'habitude de connaître. C'est une belle option, pourquoi pas. Et pour ma part, je vois la victoire de l'un des joueurs qui est en forme sur le circuit européen sur ces dernières semaines, Matthias Schab, l'Autrichien, qui était en grande forme sur ses terres il y a quelques semaines et qui forcément pourra faire quelque chose. Cette semaine encore en Allemagne et très 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 proche de ses frontières, à une cote de 19. Voilà, merci beaucoup messieurs, j'espère que vous avez passé une très bonne émission en notre compagnie. J'espère également qu'on pourra vous faire gagner un petit peu d'argent ce week-end, pourquoi pas vous payer la prochaine bière en terrasse, le prochain cocktail. Et puis on vous dit au revoir à la semaine prochaine et portez-vous bien jusqu'ici. Au revoir à tous.